Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien de France 24. Le procès par contumace de l'ancien président Ben Ali commence aujourd'hui même à Tunis, ou plutôt un des procès, celui notamment pour détournement de fonds publics, possession d'armes, possession et usage de stupéfiants. L'ancien président tunisien est toujours réfugié en Arabie Saoudite. Il est poursuivi pour 93 chefs d'inculpation, dont torture et assassinat qui peuvent lui valoir la peine capitale. Ce procès est accueilli avec un mélange d'espoir et de frustration. Bien peu de Tunisiens, en vérité, pensent que la vérité en sortira et beaucoup s'étonnent d'ailleurs que l'on n'ait pas commencé par les procès des comparses, des complices de Ben Ali. Quoi qu'il en soit, nous sommes aujourd'hui en duplex avec l'un des avocats de la défense de l'ancien président Ben Ali, en duplex de Beyrouth, Akram Azouri. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur. J'ai d'abord envie de vous demander, quand avez-vous vu ou au moins parlé à l'ancien président Ben Ali pour la dernière fois ? Vous me permettez de ne pas évoquer cette question, s'il vous plaît? C'est un peu dommage parce qu'on voudrait avoir beaucoup d'informations sur ce qui lui arrive depuis le 14 janvier, puisque on n'a pratiquement aucune information là-dessus. Mais vous avez un contact régulier avec votre client? Permettez-moi aussi de ne pas évoquer cet aspect de la question, et si vous permettez de nous concentrer sur le problème technique du dossier de la défense. Vous êtes un des avocats, je disais tout à l'heure, de ce procès. Vous n'avez pas été autorisé à aller plaider aujourd'hui à Tunis. Quelles sont les observations que vous avez à faire là-dessus? Vous savez très bien que les principes du procès équitable, auquel la Tunisie est liée, de par son adhésion au pacte international de 66 sur les droits civiques et politiques, mais un critère important, chaque personne a droit à être défendue par un avocat de son choix. L'avocat de son choix étant mon confrère, les avocats du choix du président Ben Ali étant mon confrère Le Borgne et moi-même, j'ai présenté aux autorités tunisiennes une autorisation politique qui est le visa et une autorisation juridique qui est l'autorisation du bâtonnier de Tunis. Sans ces deux autorisations, ni mon confrère Le Borgne ni moi-même ne pouvons plaider à Tunis. Je crois, jusqu'à présent, ni l'une ni l'autre nous ont été octroyées. Par conséquent, nous avons été incapables d'assister aujourd'hui à l'ouverture du procès. Quel a été le motif de ce refus? Écoutez, je ne peux pas dire encore refus, mais ni l'une ni l'autre des autorisations ne m'ont été remises. Donc c'est un silence non motivé. Est-ce que ça veut dire, à votre avis, que vous en déduisez que Ben Ali ne peut pas avoir un procès équitable en Tunisie? Écoutez, les critères d'un procès équitable sont les suivants. 1. Avoir droit à être défendu par un avocat de son choix. 2. Pouvoir être défendu même en son absence. Ces deux règles s'imposent à la Tunisie comme elles se sont imposées en France, non pas du fait d'une législation intérieure, mais du fait de l'adhésion de ces deux pays au pacte international de 66. Vous savez très bien qu'en cas de contradiction entre un texte international et une législation nationale, c'est le texte international qui prime. Donc le président Ben Ali a le droit d'être défendu en son absence par un avocat de son choix devant les tribunaux tunisiens. Sans ça, le processus qui a été déclenché aujourd'hui ne répond pas aux critères du procès équitable. Pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas en Tunisie? Je veux dire, par exemple, dans un cas comparable, le président Moubarak en Égypte a tenu absolument à rester dans son pays. Pourquoi est-ce que Ben Ali, 1, est parti, et 2, est-ce qu'il envisage peut-être un jour de rentrer en Tunisie pour pouvoir affronter la justice de son pays? Monsieur, la décision de rentrer ou pas en Tunisie est une décision personnelle dans laquelle l'avocat n'a pas un rôle à jouer. Tant que les textes applicables en Tunisie permettent à l'avocat de le défendre, même en son absence, ces textes doivent être appliqués. Il reviendra à lui de décider le moment venu et le cas échéant d'assister ou pas. Est-ce que vous avez conscience que sa fuite peut être considérée comme une circonstance aggravante? Tout d'abord, monsieur, le président Ben Ali n'a pas fui la Tunisie. Son départ de la Tunisie a été le fruit d'un stratagème que le chef de sa garde personnelle, M. Ali Seriati, a exécuté le 14 janvier 2011
en venant lui annoncer tôt le matin que des services de renseignement amis l'avaient informé que des membres de sa garde rapprochée avaient l'ordre de l'abattre et qu'il avait besoin de quelques heures pour découvrir le complot. Il l'a supplié de quitter la Tunisie pour quelques heures. Quelques instants plus tard, M. Seriati vient montrer au président un hélicoptère qui survole la résidence présidentielle et deux vedettes militaires qui sillonnaient la mer, en lui disant que l'avion était prêt et qu'il avait juste à conduire Mme Ben Ali et les enfants à Jeddah, et le même avion ramènerait le président Ben Ali à Jeddah. Et le reste, vous le savez, une fois débarqué à Jeddah, l'avion est reparti, contrairement aux instructions du président. Ce qui veut dire que, d'abord, vous nous confirmez au passage certaines informations de presse, on l'a lu effectivement, selon lesquelles ça n'était pas vraiment la décision de Ben Ali lui-même, mais plutôt de son entourage. Mais à ce moment-là, comment expliquer qu'une fois à Jeddah, parce qu'il est quand même libre de ses moyens, il n'est pas, même plusieurs jours plus tard, décidé de revenir dans son pays? Je n'ai pas de réponse sur cette question, monsieur. Ben nous non plus. Alors venons-en au fait, sur le fond de l'accusation de ce premier procès, puisqu'on lui reproche détention d'armes, de stupéfiants, accaparement de fonds et vol de biens. Qu'est-ce que vous auriez dit aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, si vous aviez été devant cette cour pour répondre de ces accusations? D'abord, est-ce qu'il aurait plaidé coupable, non coupable, et qu'est-ce que vous répondez précisément? Bon. Je vous rappelle, monsieur, que quand un processus juridictionnel commence, on finit avec la présomption de culpabilité et on la remplace par la présomption d'innocence. Le jugement politique est déjà pratiquement passé en autorité de choses jugées politiquement. Maintenant, il faut mettre un trait sur tout ce qui a été dit, entendu, diffusé durant ces 4-5 mois. Et si on veut vraiment passer du politique au judiciaire, on va appliquer la présomption d'innocence et la charge de la